Merci Jean-François pour cet accueil très, très chaleureux. Et vraiment un grand merci pour votre invitation qui me fait le plus grand plaisir. J'ai entendu parler des séminaires IMPEC, en particulier de Ghislaine Chabert, qui a été ma directrice de thèse et qui, je pense, vous connaît, a eu l'occasion d'intervenir. Et puis, c'est grâce à Mabroka, ici présente, que j'ai été invitée une fois lors d'un de vos séminaires également, où je n'ai pas pu parler. Et là, je peux de vive voix m'excuser pour... je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, je voulais juste assister comme ça. Mais oui, en effet, en bibliothèque, c'est compliqué. Donc, autant pour les remerciements, aussi, la présentation a été très fidèle, hein, je remercie également. Et je me permettrai juste d'ajouter, donc, artiste, chercheur, chercheuse, docteur qualifié en sciences de l'information et de la communication. Je me présente cette année au concours de maître de conférence. Je suis d'origine bulgare. Je pense que ça a une importance pour mon travail de recherche, mais ça, on verra pour la suite. Depuis mes 19 ans, j'ai vécu dans plus d'une dizaine de pays. Wow. Et aujourd'hui, je suis lyonnaise depuis un peu plus d'un an. Et plus particulièrement, je suis croix-roussienne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, croix-roussienne, j'habite ici, à l'intersection de la rue Lebrun avec la rue Justin Godard, et au 6e étage, tout en haut, avec sous le toit, avec une vue vers le Mont Blanc. C'est beaucoup d'étages à monter. Mais ce n'est pas ça qui est important, en fait. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a juste en bas de cet immeuble. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter, mais au rez-de-chaussée, c'est ce qu'on appelle l'association Soirée Vivante, qui est la dernière association qui s'occupe de préserver les métiers à tisser, donc qui a été la grande spécialité de tous les bâtiments, de toutes les croix-roussiens d'une autre époque. Et donc là, c'est en fait le dernier atelier fonctionnant, où on peut voir les métiers à tisser, on peut les visiter, on peut parler avec les gens qui nous expliquent l'histoire, alors qu'auparavant, il y avait un peu plus de 4000. Donc, si vous avez visité, c'est tout à votre honneur. Sinon, je vous invite à venir chez moi et on pourra faire un petit détour en buvant un petit café. Et d'ailleurs, faisons-le maintenant puisque je suis chez moi. Malheureusement, on ne peut pas être en présentiel. Donc, je vous invite à vous projeter chez moi, ce qui est naturel puisque vous êtes déjà d'une certaine manière dans ma caméra. Et j'ai conçu justement cette présentation un petit peu comme une présentation de qui je suis et de mon parcours de recherche. Puisque c'est la première fois qu'on se rencontre, il me semblait intéressant que vous avez un petit regard sur mon expérience et mon rapport à la recherche. Je parlerai de 3 grands axes qui s'installent de manière un peu chronologique, mais c'est chronologique pour moi, pour ma propre découverte. Ce n'est pas qu'il y a une logique chronologique entre les 3, c'est juste que je les découvre et expérimente un peu de cette manière-là. La première, c'est un peu les hypermédias. Ensuite, la comobilité, qui est justement ce à quoi, Jean-François, tu fais référence un peu plus, c'est mon rapport de recherche pendant la thèse et ce qui va s'en suivre. Et aujourd'hui, un peu plus dans la projection vers la suite, c'est un peu plus ce que je vais appeler les inframédias, mais là encore, ça restera à définir. Je parlerai de cela à travers de la manière de laquelle je travaille la recherche, qui est la recherche-création. Donc, je ne sais pas à quel point vous connaissez ce terme ou vous êtes habitué de travailler de cette manière. C'est pour ça que je me suis permis de donner quelques définitions. La recherche-création, qu'est-ce que c'est? C'est une tendance émergente dans le milieu de la recherche universitaire qui lie la pratique des arts et les sciences des arts aux sciences interprétatives et aux sciences pures, afin de générer de nouveaux savoirs à travers des pratiques sociales, matérielles et performatives. Je poursuis juste un petit peu. C'est une approche de recherche qui combine des pratiques de création et de recherche universitaire dans un ensemble, en favorisant la production de connaissances et l'innovation grâce à l'expression artistique, à l'analyse scientifique et l'expérimentation. Donc, excusez-moi si ce sont des choses que vous connaissez très bien, mais
Ça, ce sont des définitions qui viennent du courant de recherche-création à la canadienne, parce qu'il y a beaucoup d'institutions canadiennes, en particulier québécoises, qui s'inscrivent dans ces démarches-là. Donc, je pense à Louis-Claude Péquin, à Cynthia Nourry, il y a plein d'autres qui publient et qui travaillent de cette manière-là. Il y a d'autres manières de travailler la recherche-création. Il y a déjà tout le courant de recherche et développement qui en fait dit nous aussi on fait de la recherche-création, de l'action research aussi, applied theory, etc. Il y a en fait, les gens s'emparent de la création de différentes manières dans les milieux universitaires. Il y a les pays nordiques qui sont plutôt dans le art-based research, donc avec comme base la déclaration de Vienne, le Frascati Manual, etc., etc. En bref, il y a beaucoup de différentes approches. Mon approche personnelle n'a pas toutes ses limites. Je suis plutôt canadienne, je dirais, mais tout cela, ça dépendra du terrain, parce que ma compréhension de la recherche création, c'est d'établir un lien qui sera fondamental, intrinsèque, entre les arts et la pratique scientifique, qui se basera sur la méthode de recherche, sur la méthode d'investigation. Quelle méthode peut venir des deux manières d'aborder le monde et qui pourrait en fait s'entraider l'un et l'autre. C'est une pratique qui est souvent critiquée ou en tout cas qui a du mal à être reconnue en Europe, enfin en France et en Europe en général. Et il y a une anecdote en Suède avec un historien des arts qui va dire qu'il va publier un article pour critiquer la recherche-création, la artistic research, en disant que c'est du skvander. Skvander, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le suédois, mais il paraît que ça veut dire fantaisie. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la fantaisie, de la narration, du faux, du récit inventé. Alors, moi, je partirais de là, parce que je pense que c'est vraiment ce que je trouve de riche dans la recherche-création, justement, sa capacité à raconter des histoires, tout en se basant sur des faits expérimentés et ancré dans le réel, si tant est que cela existe. Donc, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est raconter des histoires. Je me suis rendu compte, en fait, en montant cette présentation pour vous. Et donc, on va commencer par raconter une histoire en premier lieu. Je vais raconter plusieurs au fur et à mesure du temps. Mais la première sera La princesse au petit pois. Alors, La princesse au petit pois, vous voyez peut-être de quoi il s'agit. Je raconte vite fait. C'est un prince qui cherche une princesse pour la marier. Il ne sait pas la choisir parce qu'à chaque fois, il a quelque chose qui ne va pas. Il est très prétentieux sur ses choix. Et un soir de pluie, il y a une fille qui va toquer à la porte du royaume et qui va dire « Ah, je suis perdue, je suis princesse, pourriez-vous m'héberger ?» La reine, très ingénieuse, lui dit « Ma chère, viens dormir à la maison, mais nous allons mettre plusieurs matelas. » Donc, ça, elle ne dit pas à la princesse. Pour être sûr que cette fille est une princesse, nous allons mettre un petit poids tout en bas et nous allons empiler les matelas. Si c'est une vraie princesse, au petit matin, elle aura mal dormi puisque une vraie princesse ne pourra jamais dormir sur un petit pois sans le ressentir. Et c'est le cas, la princesse a très mal dormi, donc c'est une vraie princesse, donc le prince va la marier et tout va bien. Alors, je me suis intéressée à ce conte dans ma tendre jeunesse lorsque j'étais encore étudiante, mais ça a de sens pour les choses qui vont suivre. Donc, j'ai travaillé pour mon mémoire sur la question de la princesse au petit pois au cœur du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le numérique est lui-même un rapport de rencontre et de sensibilité qui va passer à travers une multitude de couches, tels les matelas dans le conte de la petite princesse, donc c'est une métaphore. Et en fait, le petit pois qui est dans le numérique, c'est cette rencontre qu'on établit avec les surfaces
en passant par des couches différentes. Là, je ne suis pas sûre que vous voyez tout ce qui est de côté. Si, c'est bien, Oui, c'est bon. parfait. Donc, les couches différentes, c'est-à-dire, il y a des couches de cotes, il y a des couches de pixels, il y a des couches de tout type de surfaces différentes qui vont s'établir entre nous, entre la matérialité pure et dure d'un ordinateur, d'une surface numérique, et puis toutes les connexions à distance, y compris nos rapports à l'instant, au clic, à la sensibilité. Et donc, le problème de la sensibilité au cœur dans ce travail est au cœur de l'écran, l'écran comme un lieu sensible dans lequel on va se rencontrer un point à travers notre corps. Donc, toute la recherche qui s'ensuit questionne ce rapport corps-écran à travers d'un point sensible. Et donc, pour faire cela, déjà à l'époque, j'avais travaillé en créant une surface avec une multitude de points de rencontre qui mobilisent tous les capteurs disponibles dans un ordinateur à l'époque. Donc, il y avait le clavier à chaque fois quand vous tapez, il y a une intervention sur la caméra. Donc là, ça ne bouge pas hein, parce que j'ai juste pris une capture d'écran. Mais en fait, c'est une surface qui bouge. À chaque fois qu'on bouge la souris, il y a le tracé qui est là. Les mouvements de corps génèrent des changements dans l'écran à travers la caméra. Le son aussi va influencer sur l'écran, etc. En fait, tous les capteurs, tout ce que j'ai appelé des petits poids de sensibilité sur l'écran vont générer des changements sur ces matelas-là qui s'ajoutent l'un après l'autre. Et donc, c'est une première, en fait, production hypermédia de recherche-création qui m'a ouvert un peu un groupe pour fonctionner de cette manière-là et pour ensuite proposer d'autres projets qui questionnent ce rapport-là. Bien évidemment, cette relation corps-écran, c'est ce qui est au cœur des hypermédias. Les hypermédias du rapport au hyperlien, hypertexte questionnent le rapport au lien. Donc, la relation corps-écran va passer par un lien et il s'agissait pour moi de questionner ce lien-là en particulier, qui n'est pas juste un lien sur lequel, le terme sur lequel on clique, mais une vraie relation avec une information et une réaction, action-réaction entre les deux. Et à ce sujet, j'en ai fait plusieurs productions. La majorité sont en lien avec le théâtre aux États-Unis. Donc là, il y a The Dance of Kaya, c'est une petite interface interactive encore qui joue entre la surface et l'écran. Ensuite, il y a le projet Berlioz qui a été réalisé en collaboration avec Deborah Majid, c'est une écrivaine, metteuse en scène de Cleveland aux États-Unis, avec lesquels nous avons travaillé sur un opéra multi-espace dans lequel les corps, les caméras et les projections en fait, se déroulaient dans plusieurs espaces pour raconter un récit, mais qui n'était pas complet dans tous les espaces. Donc, pour pouvoir suivre le récit, il fallait être en même temps partout, parce que sinon, on perdait forcément des informations. Donc, il y avait toute une scénographie qui jouait entre le corps et les présences de différents lieux et qui rendait un peu un labyrinthe impossible pour suivre l'intégrité de la narration. Et Languages of Systems of Control, c'est aussi quelque chose que nous avons travaillé en groupe, à plusieurs, avec des chercheurs et des artistes venant de milieux différents, sur la question du langage comme système de pouvoir, et pour lequel ma participation était de l'ordre du rapport encore du corps et de l'écran, dans lequel le langage s'effaçait à la présence du corps. Et si le corps était là, on ne pouvait jamais voir le texte imprimé sur les écrans, et il y avait ce rapport-là. Donc, plusieurs œuvres que j'ai appelées hypermédias, qui questionnent ce lien entre le corps, les écrans et les espaces, qui commencent à faire sens pour moi et qui vont à un moment se cadrer, se matérialiser sous une problématique, une question qui va commencer à m'habiter et qui est celle du mouvement. En effet, il y a le corps, il y a les écrans, les espaces entre les deux, mais la question du lien, au final, n'est pas autre chose que questionner le mouvement
dans ses multiples formes existantes et possibles. Donc, la mobilité va commencer à me questionner aussi de manière personnelle. Hein. C'est la question de moi, mon histoire, d'être un mouvement immigré, puis qui continue à bouger d'un pays à un autre. Donc, c'est aussi une certaine obsession individuelle. Puis, au fur et à mesure des rencontres, donc, la problématique de mobilité m'habite. Mouvement qui va devenir un questionnement ontologique. L'acte de mouvement, non seulement comme un déplacement d'un point A à un point B, mais vraiment comme une manière d'être du corps. Et cette idée qu'être présent à un lieu, c'est faire corps avec ce lieu, et donc se déplacer, c'est aussi déplacer le lieu. Et là, je fais référence à la pensée de Merleau-Ponty, d'après qui notre corps n'est pas dans l'espace, il est à l'espace. Et je vais considérer le mouvement comme une expérience, une manière d'être au monde, qui se propose d'un point de l'espace, qui est multiple, donc qui est à la fois physique, géographique, géolocalisé, et articulé à des différents processus de pouvoir, de relations, d'échanges, d'interactions, et qui, entre autres, sont des processus communicationnels, d'où aussi mon rapport aux sciences de l'information et de la communication, et non seulement aux sciences, je ne sais pas, du sport ou de la phénoménologie du corps. Le corps, dans sa présence interactive avec autrui, que ce soit un espace, un écran ou autre chose. Et donc, là, je vends, il n'y a pas de suspense, hein, le terme qui va suivre au bout de quelques années de travail, c'est la comobilité, donc le rapprochement entre la communication et la mobilité. Et que j'ai travaillé avec, là encore, 3 contes différents. Donc la première, Le Petit Prince, ensuite Le Petit Poucet et La Petite Sirène. Donc 3 contes que je vais vous présenter, j'espère brièvement, parce que j'espère ne pas utiliser toute l'heure pour qu'on puisse avoir un peu plus de temps d'échange, mais ça va voir. Donc la comobilité, c'était le résultat de mon travail de thèse. Mon travail de thèse, sa problématique, son sujet était les pratiques numériques en situation de mobilité, approche interdisciplinaire et visuelle de l'immersion. Donc, les pratiques numériques, dès qu'on parle de pratiques, j'ai fait le choix et un peu oui, c'est une question d'usage, comment pratique-t-on, comment on utilise ces outils qui sont mobiles. Et j'ai fait plusieurs choix pour ce travail. Donc, c'est de positionner, en référence à Jacques Perriot, hein, de positionner l'homme au cœur de l'investigation et non pas l'appareil en tant que tel. Donc, c'est vraiment la perception, l'usage, les vécus, les rapports, les déplacements, ça, vous l'aurez compris. Donc, de choisir la géolocalisation, puisqu'il me semblait que celle-ci va associer une personne, avec tout ce que cela implique, à un endroit précis. Être géolocalisé, c'est vraiment faire le lien entre l'espace et sa présence physique. Et donc, le GPS, qui va être cet outil technologique vraiment matériel, qui va traduire la présence du corps à l'espace à travers une représentation. Donc, il y avait un autre aspect qui m'intéresse dans cela, c'est comment cette représentation se formule, quel type d'image, quel type de symboles s'ajoutent à cette traduction technologique de la présence corporelle. Et le fait qu'il faut être un point-lieu géolocalisé particulier pour générer toute l'image, tout le contexte, eh bien, c'est vraiment d'étudier ces situations dans lesquelles il y avait la nécessité d'être à un lieu et d'utiliser son GPS. Donc, des fois, on l'utilise parce qu'on est curieux, mais toutes les applications dans lesquelles il faut être présente pour pouvoir suivre cette obligation et par conséquent, toute la spécificité en fait, de cette technologie-là embarquée. Il me semblait que c'est justement à cause de cette injonction que
que apporte le GPS qu'il y a ce rapport qui va s'articuler entre la mobilité et la communication et qui va être rendu possible par des différentes applications. Et la problématique posée, c'était comment la technique numérique mobile contribue-t-elle à la formation d'un nouveau processus communicationnel qui s'appuie sur la géolocalisation. Et ce nouveau processus, je vous l'ai déjà dit, ce serait la comobilité, en référence du terme comobility de Jane Sauter, mais qui, elle, pour le coup, c'est une chercheuse, sociologue et artiste britannique, mais qui utilise la comobility vraiment comme co-mobility et non pas comme mobility, qui est une différence qui me semblait important aussi d'aller un peu en profondeur de ce terme-là. Donc, pour faire ce travail de comobilité, rapport entre communication et mobilité, eh bien, une analyse préliminaire, un peu voir tout ce qui existe en termes de posture, de regard, d'appropriation, de déplacement, deux points de vue du corps et des perceptions. De l'autre point de vue, qu'est-ce qui existe en termes de réseau, de cartes, d'applications qui oblige justement cet croisement entre présence du corps, GPS et représentation. Une analyse préliminaire qui va se dessiner sous forme de typologie à la fin, que j'ai appelée la typologie des 5 pots. Une typologie en référence aux travaux de l'artiste et architecte Unterwasser, autrichien, pour qui un corps humain a toujours un épidermis, un vêtement, une maison, une identité et la terre dans laquelle il s'inscrit. Donc, ce sont les 5 pots de l'existence humaine. Et en fait, il y a un rapprochement qui a été fait avec, dans le numérique pour moi, le corps, l'identité, le territoire, donc géographique est représenté, la communauté aussi et les règles. Donc, en fait, cette typologie par 5, elle ressort d'une première analyse de l'existence numérique des applications qui sont à la fois corps, carte, GPS. Et celle-ci m'a amené à la question du parcours. Comment, en fait, toutes ces différences entre le corps physique est représentée, la présence d'une identité multiple, de territoires qui sont à la fois géographiques, mais également qui s'inscrivent dans des réseaux et dans des plateformes souvent communautaires, avec des règles différentes de comportement entre ces différents espaces. Comment l'intégralité de cela fait sens et joue ensemble sous forme de dispositifs, de relations et de pratiques. Eh bien, j'ai choisi le terme parcours en référence au sport urbain de parcours. Je n'ai pas vu récemment, je pense que peut-être en hiver, il y en a moins de pratiquants, mais vous voyez, le parcours, c'est ce sport-là dans lequel, en ville, des gens plutôt jeunes, en bonne forme physique en tout cas, vont naviguer entre des espaces géographiques différents en sautant d'une surface à l'autre, d'un bâtiment à l'autre ou d'un objet à l'autre architectural dans la ville. Eh bien, cette idée-là de parcours qui se fait ensemble en communauté pour sa propre pratique à soi et va faire le lien entre des supports différents, eh bien, le parcours me semblait important pour questionner en tant que terme, que métaphore, mais pour questionner tout ce rapport aux surfaces, aux pratiques et aux usages numérico-physiques. Donc, c'est pour ça que, oui, le parcours désigne la manière de traverser la distance entre deux points par le moyen de support, à la fois physique et numérique. Il est la manifestation de pratiques commobiles. Il est un tissage de signes indiciels provenant de l'espace géographique avec des unités informationnelles provenant de la surface de l'écran. On parcourt aussi un livre, une image, une ville, une vie. Et c'est en cela que le parcours est à la fois ontologique et numérique. Et à partir de là, j'ai commencé les travaux de terrain. Et comme je vous ai dit, le premier, c'était la question du Petit Prince. Ce garçon qui va voyager à travers les planètes tout en continuant à penser à sa petite Rose.
tout ce qui l'intéresse, l'encre, ou tout ce avec quoi il va revenir chez soi, si ce terme de la présence du soi a un lieu, c'est un rapport à cette rose-là. Et donc, en fait, se déplacer d'une planète à l'autre, de cet corps connecté, me semblait là encore une métaphore appropriée pour travailler la question de la présence à distance avec la géolocalisation, ou la rose et le cas. Ce que j'ai fait, c'est le projet loco-pratique, chercher le petit prince et chercher sa rose, observer les corps des personnes, les filmer et voir tout simplement, vraiment comme un premier temps, comme un premier terrain, c'est quel est le rapport entre le corps, l'outil et l'espace urbain. Je ne m'intéressais pas forcément encore sur qu'est-ce qui se passe sur cet écran-là, mais comment le corps il va réagir à l'outil entre les mains et à des différents supports dans l'espace urbain. Et donc, une grande partie, là, ce sont des gifs, c'est une impression d'écran, mais il y a beaucoup de vidéos de gifs que j'ai fait pour essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant de ces rapports qui s'établissent, qui commencent à s'établir. Et donc, les premières sont des observations sauvages de personnes en ville qui utilisent les téléphones. Et sous un deuxième point, c'était une application que j'ai choisie à approfondir. C'est celle Ingress. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a quelques-uns ou une qui la connaissent. Donc, Ingress, c'est vraiment le prédécesseur de Pokémon Go. Donc, celle-ci, je pense que vous connaissez. Pokémon Go est créé par la même entreprise et Ingress était vraiment un prototype beaucoup plus complexe, plus intime parce que plus spécialisé. Beaucoup de geeks, des informaticiens vont jouer à Ingress et ils vont générer toutes les données nécessaires pour qu'ensuite Pokémon Go puisse exister. Donc, toutes les images, en fait, les points d'intérêt dans lesquels les Pokémon apparaissent, tout a été créé par des joueurs et des joueuses de Ingress. Donc, moi, j'avais choisi Ingress. C'était tout au début, lorsqu'ils étaient en version bêta, et parce qu'il me semblait que dans Ingress, il y a vraiment cette obligation d'être présente à un espace, de déplacer son corps et qui utilisait la géolocalisation comme important point de départ. J'ai observé les comportements, j'ai filmé, j'ai utilisé toutes les méthodologies, mais il y avait quelque chose qui ne me permettait pas d'en faire vraiment un sens de tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé courageusement de me mettre un défi pour essayer d'avoir plus sur les méthodes visuelles et interdisciplinaires que je proposais depuis le début. Comment pourrais-je aller plus près des joueurs et des joueuses? Et donc, justement, vous en avez parlé avec le documentaire. Moi-même, j'ai fini un master de documentaire aux États-Unis, de films documentaires et de théâtre. Et en fait, comment je peux utiliser toutes ces compétences aussi pour se rapprocher des sujets que je souhaitais étudier, questionner, observer. Et donc, c'est là où j'arrive avec la proposition de Petit Poussé, qui est une expérience de performance, d'art et de recherche, dans lequel je me présente devant les communautés des joueurs de ce jeu Ingress dans toute l'Europe et je leur propose de m'inviter chez eux à un échange d'un temps passé dans lequel je peux parler avec eux, je peux les suivre, je peux jouer ensemble avec eux et je vais les aider dans le jeu. Donc, demandez-moi de faire quelque chose pour vous, pour le jeu, donc de vous apporter un objet numérique, de faire une connexion avec quelqu'un d'autre. Et en échange, je passe juste du temps avec vous et je vous filme. J'avais fait cette proposition avec une vidéo interactive, enfin une vidéo introductive. Je postulais sur des réseaux, un peu à la mode youtubeuse, et en fait, les personnes m'ont invité en masse en Europe avec un défi extraordinaire parce qu'il s'agissait de parcourir 31 villes en 31 jours sur l'intégralité de la surface européenne. C'est là justement où la pratique de la performance vraiment dans sa tradition artistique qui va mettre le corps au défi
va être au service de la recherche ou va contribuer justement pour avoir un accès dans un temps court sur un terrain de recherche, de voir des pratiques différentes dans des différents lieux et d'accéder en fait, de créer une confiance avec les joueurs et les joueuses qui vont dire « Ah oui, elle est prête à faire beaucoup, on va essayer de l'aider dans cette démarche-là et on va vraiment s'ouvrir à ce qui est en train de se passer. En plus, on va s'intéresser parce que ça a l'air de nous parler. Ce n'est pas un article écrit que je dois expliquer, c'est non, je fais partie de la communauté. En fait, on crée cette recherche ensemble. Donc, tout a été créé de manière très démocratique, y compris le choix des déplacements, tous les détails à ce niveau-là. Je vais préparer peut-être. Acquiring position. Downloading latest intel package. Welcome back. Hello, Ingrid and Lighton. I am Agent Mona Potesco. Finally, I'm happy to welcome you in our community, the Operation Petit Poucet. Thank you very much for participating. Thanks for accepting the invitation, and thank you for deciding to make me your living artifact. Let's do this thing together. Countdown 7 days from the beginning. I'm looking forward. En fait, je me suis amusée déjà, pour vous le dire très franchement, mais surtout, j'ai pu avoir accès à plus de 350 personnes d'inscrits, vraiment concrètement, mais de plus d'une millier de personnes en fait, qui vont participer à l'expérience de manière différente dans 31 villes européennes, justement, et donc qui vont aussi contribuer par la suite à « Ah, j'ai oublié de te dire ça, de te partager ça ». Et en fait, en termes de données, mais c'est la qualité aussi de la donnée que je pense qui est importante dans ce type de rapport, parce que passer du temps, c'est aussi voir comment l'expérience du jeu s'inscrit dans le quotidien, exactement quel type d'espace sont privilégiés dans la pratique d'un jeu comme Ingress, comme Pokémon Go, et d'un jeu qui nous demande physiquement de se déplacer. Tout ce que cela va entraîner en termes de changements fondamentaux dans les pratiques des gens, donc vraiment ce qu'ils vont partager en termes de « je ne suis jamais allé dans ce lieu-là, mais maintenant j'y vais pour telle ou telle raison, voilà ce que j'y fais, voilà comment je le fais, par ailleurs, je suis contente que tu me filmes parce que je vais pouvoir te montrer ça et ça ». Sans me rendre compte d'ailleurs, je te montre mes positions, mes postures, mes amis, mes déplacements, mes choix. Il y a vraiment une grande partie de travail et de reçu qui permet de voir des détails qu'on ne peut pas voir autrement, me semble-t-il. Et en fait, oui, ces joueurs ont été un vrai puits pour la recherche et pour l'établissement conceptuel de ce terme de parcours co-mobile. Là, on les voit, j'attendais aussi de voir ces images-là, on les voit, ma caméra elle est sur le ventre. Donc, on peut dire que les participants ne se sont pas forcément observés. Déjà, ils sont d'accord d'être filmés, mais je ne mets pas cette barrière devant mes yeux. Elle est sur le ventre, elle est toujours là. Elle ne filme pas toujours bien. Elle filme des fois les pieds. Elle va filmer parfois autre chose, pas uniquement des choses intéressantes pour la recherche, mais du coup, elle va s'effacer. Elle va permettre aussi qu'on soit un peu fly on the wall pour voir comment le jeu se passe en temps réel. J'ai passé pas mal de temps sur Ingress, mais je pense que c'est important parce que cela permet par la suite de formaliser ce que j'appelais la méthode de recherche de parcours et qui va positionner la personne qui conduit la recherche avec, de manière assumée, une multitude de casquettes. Je suis à la fois utilisatrice, joueuse et chercheuse. C'est ainsi que je me présente devant ces communautés-là, mais c'est également ainsi que je conçois et que j'analyse ma recherche. Voilà, c'est un peu schizophrène, mais en fait, il y a un sens qui se crée dans ces interactions-là et qui permet de voir à quel point
je rentre à l'intérieur du jeu, mais à quel point aussi il y a une autre voix qui va analyser, qui va faire le travail d'observation, d'analyse et de jugement sur certaines pratiques. Et en même temps, je développe une pratique approfondie du jeu que je ne pourrais jamais analyser si je n'étais qu'une observatrice, puisqu'il s'agit là de pratiques assez complexes et il faut connaître un peu plus les détails. Donc, la méthode de parcours, elle est théorisée à la fois dans ma thèse, aussi dans certains articles, qui est, voilà, c'est un schéma de comment fait-on la méthode de parcours. On analyse le sujet, on retire des notions, là ce sont les 5 pots. Et là, c'est vraiment une pratique en fait très très proche des arts plastiques, hein. C'est l'analyse de différentes productions se forme de notions et par la suite, on crée l'étape de la graphie, on crée le scénario de la performance et on analyse les résultats tout en les présentant sous forme autre que textuelle, un peu plus vulgarisée aussi. Ensuite, c'est cette méthode-là que j'ai appliquée à d'autres terrains, plusieurs terrains. Donc, la petite sirène, je pense que je ne vais pas m'attarder plus que cela. C'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'une conférence. Donc, c'était une proposition que j'ai faite pour la conférence de Network Urban Mobilities à Copenhague. Donc, c'est lors de la conférence qu'il y avait une performance et qui a été discutée avec les autres présentants. Léviathan, pareil, l'application de la méthode de parcours pour le compte ou en collaboration avec une entreprise, c'est plutôt en mode recherche et développement parce que l'entreprise voulait un soutien scientifique sur le développement d'une application géolocalisée. Et donc là, le Léviathan, c'est l'organisation ensemble avec les personnes qui travaillent dans l'entreprise d'un workshop pour pouvoir voir, tester leur application, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, tout en créant un récit et en fait appliquer les mêmes plus ou moins outils que j'ai appliqués pendant le petit poussé avec les joueurs d'Ingress. Donc, en termes de filmer, représenter, discuter, créer quelque chose qui est de l'ordre du récit pour pouvoir en fait ancrer les corps dans les territoires et voir ce qui s'y passe, ce qui s'y déroule. Toutes ces images-là qui venaient de cette expérience-là ont été ensuite prises en compte pour le développement de l'application. Mais là encore, je ne pense pas. J'aimerais bien aller avec vous un peu plus par la suite. Donc, je vous ai dit, hein, je vous présente plusieurs travaux sur lesquels on pourra discuter. C'est l'occasion pour moi vraiment de vous montrer mes intérêts différents et comme ça, on pourra discuter pour la suite. Un autre projet que j'ai réalisé avec Carole Brandon, docteur, maître de conférences et artiste à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, qui a été réalisé dans le cadre d'un festival d'art à Chambéry, qui s'appelle, que nous avons nommé 24 heures Odyssée. Là encore, sur 24 heures, nous avons essayé de prendre le corps de Ulysse et de Pénélope. Moi, j'étais Ulysse, Carole était Pénélope, avec nos QG différentes. Moi, j'étais en ville avec une dizaine de personnes autour de moi. Elle était enfermée dans son château avec une dizaine de personnes. Nous n'avions pas de moyens de communication autres que Facebook. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait que écrire. Et le but, c'était qu'à travers cette communication interface Facebook, Pénélope me guide, moi, Ulysse, dans mon parcours pour retracer la présumée carte des déplacements méditerranéens sur la carte de Chambéry. Donc, c'est vraiment appliquer une carte sur une autre à travers Facebook, essayer d'utiliser cela. Donc, en parcourant Chambéry, je traçais une ligne qui était un rouleau sur lequel était écrit le compte. Et donc, cette ligne-là, elle passait partout sur la ville pour essayer. Et en même temps, j'enregistrais ma trace. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a des différentes cartes, différentes traces. Il y a des corps dans l'espace, il y a des corps sur les écrans. En fait, c'est tout une performance qui se déroule pendant 24 heures et qui nous permet vraiment de questionner le rapport entre communication, déplacement, présence
et communication à distance. Et en particulier, en ciblant une application en particulier, Facebook, qui nous a semblé être appropriée parce qu'une application très narrative, on peut s'inventer, se raconter et modifier l'intégralité des données en fait sur Facebook. Il n'y a rien qui est permanent, donc on a pensé que c'est une bonne application. En effet, ça a donné des résultats publiés et présentés aussi. Y compris lors d'une exposition dans une galerie chambérienne, la galerie Laritte. Donc, là, je pense que je vais clore la partie comobilité, donc celle qui a pris beaucoup de temps de mes recherches et de mon travail, qui n'est pas fini, mais qui en fait m'a amené vers une suite des travaux, toujours en lien avec le corps, les espaces et les perceptions, qui passent à travers la technologie, mais dans lesquels le parcours nous aura appris quelque chose, en tout cas moi, que les hypermédias, eh bien, ils vont passer par le corps, ils vont passer par l'espace pour essayer de communiquer, de réaliser cette rencontre nécessaire entre la technologie et la perception de l'autre côté, et les usages. Qu'il y a une méthode nécessaire aussi, un parcours en termes de chemin, de méthode pour arriver à décortiquer ou en tout cas analyser ces relations, mais que derrière ce processus, en ce qui concerne le média numérique, il y a une énorme partie sous l'iceberg d'invisible et qu'on ne comprend toujours pas puisqu'on n'est pas encore outillé pour saisir l'intégralité de ce qui se passe. Donc là, c'est un problème méthodologique, mais pas seulement, c'est aussi, je pense, un problème de regard et de rapport envers ces outils. Donc, je vais vous présenter 3 expériences, œuvres que j'ai réalisées. Je vais m'arrêter là. Les 2 ont été créées avant que je formalise ce terme d'inframédia, mais qui en fait s'inscrivent d'une manière ou d'une autre. La dernière n'est pas encore réalisée, elle est en train de se faire et je suis en fait en train d'écrire et de la proposer et en tout cas de chercher des collaborateurs et collaboratrices pour celle-ci. La première, c'est Ces bateaux, deuxième, c'est Cocooning, donc les 2 qui sont réalisés avant, et la dernière, c'est Infralion. Donc, Ces bateaux se saisit de la question de la migration au sens premier du terme, pour la refaire sous une autre forme. Donc, j'invite les gens à migrer ludiquement autour du lac d'Annecy. Pour ce faire, ils doivent abandonner tout ce qu'ils ont et me le donner. Ils doivent signer des charges, ils doivent me payer. Et lorsque tout cela est fait, je les transporte avec mon petit bateau d'un côté du lac à l'autre côté du lac. Arrivés à l'autre côté du lac, eh bien, ils doivent trouver leur chemin pour retourner vers moi. Donc, c'est un peu plus qu'une vingtaine de kilomètres. Ils sont dans la forêt et je vais leur donner uniquement un sac avec quelques objets vraiment pour les servir, une couverture de survie, un carnet pour poser leurs idées, 10 € si jamais ils veulent grignoter quelque chose quand même, hein, et un téléphone vraiment en cas d'urgence, si jamais vraiment ils se font agresser pour pouvoir me contacter ou appeler la police. Donc voilà le discours. Sur le bateau, je leur raconte une histoire qui est la nôtre. Ce qui se dit sur le bateau reste sur le bateau. Et une fois arrivés de l'autre bout, je les abandonne. Je les laisse de l'autre côté. Et en fait, ce que les participants, les migrants, ne se sont pas rendus compte, c'est que ce téléphone que je leur ai donné d'une manière assez anodine est un téléphone mouchardé qui me permet, j'ai utilisé l'application Cerberus, qui est une application où vraiment tout le monde peut télécharger pour 2 minutes et installer sur le téléphone de quelqu'un, qui permet d'enregistrer l'écran, le son, de prendre des images, de faire des vidéos, de voir la trace en temps réel de déplacement, en fait, de saisir l'intégralité des capteurs, là pour le coup, de tout ce qui se passe avec cette personne-là. Là, je pense qu'on n'arrivera pas, parce que la vidéo est à peu près 10 minutes, mais il y a les vidéos comme ça réalisées avec tous les migrants et les migrantes.
On traverse le lac, tout est filmé jusqu'à la fin. Et une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, en fait, la vidéo se poursuit et on peut voir ce que je vois à l'écran sur mon bateau. Moi, je rentre en bateau et je regarde où ils sont, j'écoute, je fais des images, je vois ce qui se passe avec eux, je sais à peu près tout, y compris les conversations qui vont se faire. Et bon, les participants ont chargé une décharge pour ça. Donc, à l'arrivée, je leur livre tout ce que je sais. Et là, le terme infra, justement, il est là pour dire tout ce qui est sous la surface, tout ce qu'on ne voit pas avec des visions externes, qu'il faut vraiment être à l'intérieur. D'une certaine manière, il faut être dans le corps. Et la recherche va porter vraiment sur la vision de la machine ou la vision de celui qui est de l'autre côté de la machine. Donc là, on le sait très bien que tout ce qu'on fait, c'est enregistré, mais pas seulement pour nous, mais c'est aussi enregistré sur des serveurs. Avec Shoshana Zuboff et tous ces travaux de cette chercheuse américaine, on sait que la surveillance est un énorme outil pour l'économie numérique. La surveillance capitaliste, c'est le terme qu'elle utilise, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du sensible, que nous avons l'impression être là, mais sans aucun intérêt, les sons, les sentiments, la respiration même de la personne, ces émotions, qui va être captée par les écrans et utilisée pour la suite. Donc là, c'était pour moi une première expérimentation autour de cette question de qu'est-ce qui est possible de regarder à travers l'écran de quelqu'un, d'un corps qui bouge ailleurs et qui vit ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire à distance? Un deuxième projet, complètement différent, mais qui va poser d'autres questions toujours sur l'infra et qui s'appelle le projet Cocooning. Donc là, c'est un projet qui est réalisé aux Pays-Bas en collaboration avec Bakfiets, donc c'est le leader néerlandais des vélos cargo. Et donc, Bakfiets, j'ai utilisé un Bakfiets, un vélo cargo, avec ma fille. Et je me suis filmée pendant longtemps. Donc, c'est une auto-ethnographie qui commence par une auto-ethnographie et qui, par la suite, va m'amener à rencontrer des communautés, des gens qui utilisent le Bakfiets et d'essayer de parler avec eux pour voir qu'est-ce qui est intéressant dans leur expérience. À la fin, tous ces enregistrements, en tout cas les miennes, avec ce que j'ai appris à travers les interactions avec les autres utilisateurs du vélo cargo, ont été montés sous forme de réalité virtuelle, où on peut expérimenter, être présent dans mon expérience quotidienne à travers un casque. Et en fait, on va pouvoir écouter ce qui se dit, être là et expérimenter ce déplacement corporel à travers un support de réalité virtuelle. Cocooning, c'est un article qui a été présenté très récemment à Copenhague et qui a été primé comme un article le plus inspirant. Je ne dis pas ça pour une autre raison, mais c'est justement ce que je trouve vraiment inspirant dans ce rapport-là, c'est que le travail sur le vélo m'a permis de saisir des choses sur l'expérience de la bulle en tant qu'être ensemble, partager un espace commun avec un autre être. Au final, est la même question qui se pose dans l'expérience de la réalité virtuelle. Et en fait, je ne suis pas une traffic engineer, je ne suis pas une chercheuse sur le vélo en tant que telle, mais travailler sur un support qui utilise encore le corps, un outil, me permet de mieux comprendre ce que je suis en train de faire avec les écrans et à travers les écrans. Et donc, de là, je comprends qu'il y a quelque chose à chercher de l'ordre du trans-sujettaire, des sujets différents qui vont converger, et donc qui est de l'ordre de la structure, et que je vais nommer la infrastructure, et plus précisément la infra-thin structure, la structure inframince structure. Inframince en référence à Duchamp,
cet artiste qui est très, très connu pour ses ready-made, hein, pour reprendre des objets communs manufacturés pour les mettre dans un regard différent, donc pour les transformer vers des œuvres d'art. Mais il est moins connu pour ses théories sur l'inframain, c'est-à-dire l'observation de ce qui n'est pas observable. Et donc, Duchamp, il va donner une multitude d'exemples, comme par exemple une personne qui va s'asseoir sur une chaise, qui va rester, et que lorsqu'elle se lève de la chaise et que quelqu'un d'autre arrive, la chaise, elle est encore chaude. Donc, en fait, on peut saisir, mais on ne peut le saisir qu'à travers une expérience corporelle de ces petits détails-là. Et donc, il va donner plusieurs exemples comme ça. Et moi, je vais jouer sur... là, je vais jouer sur ce rapport-là entre l'inobservable ou le peu observable, ce qui est infra, un peu comme on a besoin d'un infrarouge pour le voir, et le travail que j'aimerais bien réaliser, qui est vraiment dans ses débuts, c'est Infra-Lyon, c'est le rapport dans la ville de Lyon. Et là, vous y en avez parlé, hein, sur les expériences cyclables du vélo. Comment ces expériences peuvent être comprises d'un point de vue de inframinces, des structures inframinces, et comment on peut les traduire à travers la recherche et les représentations sous forme de mixed reality. Donc là, j'ai des premiers essais, mais c'est vraiment, c'est très moche et c'est vraiment le début. Mais l'idée serait de questionner, de passer du temps avec des cyclistes, des personnes qui font du vélo dans la ville de Lyon, pour saisir une partie à travers le son, l'image ou que sais-je d'autre, pour pouvoir le traduire ensuite sous une forme de jeu vidéo. Dans ce jeu-là, on ne verra pas une traduction littérale de ce qui se passe, mais on va saisir justement des choses qu'on ne saisit pas lorsqu'on fait du vélo, mais qu'on connaît, qu'on reconnaît. Comme par exemple tourner à droite. En fait, pour tourner à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord tourner à gauche. En fait, et les gens le savent en faisant du vélo, mais ce n'est qu'en l'entendant que cela se matérialise et que ça sort du côté de l'infra pour aller vers autre chose. Et donc là, je la vois plutôt en termes de collaboration. J'aimerais vraiment travailler soit avec la ville, la maison du vélo. Je suis déjà en contact avec eux. Pour l'instant, c'est très, très long. J'ai aussi contacté l'IMU, Intelligence des mondes urbains, aussi pas rien de concluant pour l'instant, mais je vous dis ça aussi parce que peut-être vous avez des idées ou que quelque chose pourrait émerger à ce niveau-là. C'est work in progress 100%. Et je suis presque au bout de mon temps, donc je ne suis pas arrivée à faire un peu plus vite qu'1 heure, mais bon, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Donc, je vais revenir au début pour conclure et pour faire le lien avec cette question de l'infrastructure, de structure inframince, avec une nouvelle histoire peut-être, et qui part de cette question de texture, de textile et de création. Donc, l'atelier de la soirée, son but, c'est de faire des tissus. Et donc, je pensais aux habits neufs de l'empereur. Et en fait, les habits neufs de l'empereur, c'est justement des habits qu'on ne voit pas, puisqu'elles n'existent pas, bien évidemment. Dans le conte, il s'agit d'escrocs qui vont dire qu'ils font des habits, mais qui en fait ne le font pas. Mais là, il y a quelque chose à voir qui n'est pas de l'ordre du jugement, de la condamnation. Est-ce que l'escroc, c'est vraiment un bon terme, ou est-ce que c'est là justement tout le rôle du narrateur que de raconter des choses qui ne sont pas là, qui n'existent pas? C'est une manière d'analyser ce conte de Andersen. Et une manière de l'analyser un peu plus actuelle et qui nous intéresse, je pense, sur la question de la technologie, c'est aussi un peu aussi le rôle à la fois de la chercheuse, du chercheur, et aussi du créateur de technologie. Je pense à la réalité mixte, à tout ce qui se passe sur l'ordre du téléphone. Donc, là, vous avez parlé très justement au début, pour moi, tu n'existes pas. Je pense que c'est Joséphine qui a dit ça, ou je ne sais pas. Pour moi, tu n'existes pas. L'écran n'existe pas, ce sont des habits neufs, quelque chose qui n'est pas là, et en même temps, il y a quelque chose qui se passe dans cette expérience-là. Et je pense que c'est vers ça que je tends, sur une création de infra-teen studies, des études de l'inframince qui pourraient être transdisciplinaires, bien évidemment, trans-sujets, trans-méthodes.
mais aussi trans-représentation, non seulement articles scientifiques, mais sous différentes formes, où on peut vraiment représenter les résultats et les découvertes pour les livrer aux gens, de jouer avec, de l'expérimenter sous forme d'application ou autre. Et c'est un travail en progrès. Je m'arrête là.